En 1976, Pierre Neveu affirmait qu'il était certain que nous ne savions guère encore lire la poésie formaliste. André Roy observait pour sa part dans son essai « J'ai toujours appris à écrire », publié en 2006, que devant cette poésie, le lecteur de l'époque se sentait parfois bien perdu et peut-être encore celui d'aujourd'hui. C'est en effet l'impression que j'ai eue à la lecture des premiers recueils de Roy, particulièrement ceux qui précèdent son célèbre cycle des passions publié au début des années 80. Une déstabilisante et totale perte de repères. En tant que lecteur, on se sent complètement investi dans la lecture, tant la composition des poèmes nous semble intriquée, mais on s'avoue aussi rapidement démuni face à ce jeu formel qui rend tout travail d'interprétation presque vain. Ce faisant, il émane de ces textes une sorte d'hermétisme qui est entre autres dû à leur illisibilité avérée. Car comme l'explique André Roy pour les poètes de l'époque, le texte était essentiellement conçu comme un objet formel. Et cette conception matérialiste du texte, qui invitait l'écrivain à mettre l'accent sur le texte, sur les modes de production signifiantes qui lui étaient inhérentes, sur ses propriétés symboliques et sur la circulation infinie de ses sens, servait justement à produire une écriture illisible, et là je le cite, une écriture illisible, c'est-à-dire pas du tout réaliste, parce qu'en pleine crise de langage. Comme le précise Pierre Neveu, la poésie d'André Roy ne cesse d'évoquer des déplacements, des coupures. Ce sont des textes dont la préoccupation première est la jouissance, des textes qui sont des dispositifs de détraquage, qui empêchent que ça fonctionne et que la mise en scène du sens se déroule normalement. Autrement dit, on y suspend le sens en ayant recours à diverses opérations sémantiques. Textes sans commencement ni fin, phrases tronquées, paradigmes autonomes, syntaxe perturbée, temps de verbe déplacé, etc. On le constate par exemple dans ce poème tiré dans l'image de ça, publié en 1974. Dans le contexte évidemment assis, l'organe, recevez, les stimuli, mouvements, passe par les multiples objectifs, jus et bruit s'assent droit sur l'écran, compter ses jets circulants, échange de sièges. Ou encore cet autre dans le recueil L'espace de voir, aussi publié en 1974. Cependant, chair criblée, à son tour parcouru, ne gicle partout, ne découvre, les épisodes du travail muet et les rondelles de sueur, à chaque tour les frissons poussent comme un vernis. Cette dénaturalisation de la poésie, pour reprendre une formule utilisée par André Roy, nous paraît d'abord rebutante parce qu'elle vient déranger nos habitudes de lecture, qui valorisent en temps normal la représentativité et un style d'écriture qui fait image. Mais la poésie formaliste nécessite plutôt qu'on s'y replonge, encore et encore, qu'on joue avec le texte. Il me semble en effet qu'on ne saisit vraiment la valeur de ce travail de détraquage qu'à la relecture. Par ailleurs, comme nous le rappelle Roy dans les années 70, la littérature était inséparable de la théorie, c'était le théâtre de la théorie-fiction. C'est donc dire que la meilleure façon d'entrer en dialogue avec ces textes était, et demeure peut-être encore aujourd'hui, par le biais de la théorie, notamment celle des philosophes post-structuralistes qui étaient en vogue à l'époque. Les adeptes de ce renouveau poétique concevaient en effet que le poème devait être inscrit dans un fonctionnement théorique que devait refléter le travail de la langue. Le poème devait compromettre le lecteur en opérant des déplacements de sens, comme l'explique Roy dans son essai. Partant de cette idée, mon objectif sera aujourd'hui de revisiter la poétique des premiers recueils d'André Roy à la lumière des travaux de Barthes, de Deleuze et Guattari, mais aussi ceux plus récents d'Evelyn Grossman, laquelle se réclame d'ailleurs de la pensée de ces philosophes. Ce faisant, je tenterai de montrer comment, là où Pierre Neveu voyait des dispositifs de détraquage, on pourrait aussi parler de pratiques de désorganisation ou de désarticulation, voire d'une poétique de la défiguration. Enfin, je tenterai de montrer en quoi cette attention accordée à la déconstruction, décomposition formelle du texte chez André Roy est peut-être justement ce qui permet à sa poésie d'avoir autant de résonance aujourd'hui, au sens où l'entreprise formaliste des poètes des années 70 s'arrime parfaitement à la sensibilité queer contemporaine et à son souci de réévaluer nos paradigmes identitaires en valorisant notamment ce que Evelyn Grossman nomme la désidentité, c'est-à-dire ce mouvement constant de réinvention de soi qui nous permettrait, de défaire l'identification narcissique à une forme qu'on immobilise dans le but d'inventer les figures plurielles provisoires d'une identité en mouvement. Un travail de déconstruction des formes normatives et mortifères, même pourrait-on dire, qui traverse également toute l'écriture plurielle d'André Roy. Malgré les difficultés de lecture qu'impose l'écriture formaliste d'André Roy, on peut au moins se raccrocher à une certitude, partout dans son œuvre, d'une manière ou d'une autre, il sera question du corps, que ce soit par l'entremise du désir, de la sexualité, de la maladie ou tout simplement de l'anatomie. Comme il l'écrit dans Corps qui suivent, publié en 1977, des corps par milliers dont le défaut des lignes sont à déchiffrer. À ce titre, le poète explique que,
et je le cite, « Le mot corps deviendra le mot mana de la majorité des auteurs de poésie dans les années 70. Le mot qui allait leur permettre de pousser encore plus loin l'aventure poétique et de l'ouvrir sur l'infini. Il s'agissait de parler le corps, de l'affirmer envers et contre tous. Écrire le corps, c'est lui faire dire ce qui est tu, dans une volonté de dépassement et de lever des interdits. Le corps devient alors une fiction textuelle. Métaphoriquement, le texte devient lui aussi un corps. Les mots sont des organes qu'on choisit, chérit, manipule et caresse. » À la lecture de cette dernière phrase qui nous invite à concevoir le texte comme un corps dont les mots qu'il constitue seraient des organes, je ne peux m'empêcher de penser à ce que Deleuze et Guattari nomment dans Mille Plateaux la pratique du corps sans organes. Une expression qu'ils empruntent d'ailleurs à Antonin Artaud, un intertexte récurrent dans l'œuvre d'André Roy. En revanche, il ne s'agit pas ici de dire que ce corps métaphorique, dans ce cas-ci le texte, serait littéralement sans organes, c'est-à-dire sans mots. Deleuze et Guattari précisent bien que le corps sans organes s'oppose non pas aux organes, mais à cette organisation des organes qu'on appelle organisme. Si on établit un parallèle avec la poésie de Roy, ce serait donc dire que le poème ne s'oppose pas à ces mots qu'on choisit, chérit, manipule et caresse, comme il le disait un peu plus tôt, mais plutôt à leur organisation signifiante, ce qui soulève divers enjeux formels, voire invite l'écrivain à remettre en cause les liens qui seraient habituellement établis entre signifiant et signifié dans le texte. C'est ce qui fait qu'on trouvera par exemple dans les premiers recueils de Roy une syntaxe démembrée, voire qu'on y donnera à lire un corps divisé, découpé, dépecé dans une succession d'images, autant d'expressions qu'utilise Roy dans son essai pour décrire sa poésie en soulignant une fois de plus la dimension corporelle de ses textes. L'exemple le plus éloquent de ce travail de démembrement est probablement son recueil L'espace de voir, dans lequel la structure même du livre nous évoque la traversée d'un corps éclaté. On passe ainsi du poème liminaire intitulé Les corps déployés au poème L'œil s'érafle, les cils, de la pupille, entre les dents, autour des épaules, torse, au nombril, dans ses pores, sur la langue, ses organes, cuisses, etc. Autrement dit, les organes y deviennent écriture, comme il l'écrira quelques années plus tard dans Action Writing. En termes deleuzo-guattariens, on pourrait dire que ce type d'écriture traduit en fait surtout un désir de déstratification. Comme l'expliquent les deux philosophes, en tant qu'individus sociaux, nous ne cessons d'être stratifiés, c'est-à-dire que nous sommes constamment sujets à des phénomènes d'accumulation, de coagulation, de sédimentation qui nous imposent des formes, des fonctions, des liaisons, des organisations dominantes et hiérarchisées, des transcendances organisées pour en extraire un travail utile. Mais c'est justement à cette exigence d'utilité que s'oppose André Roy par le biais de son écriture. Il le revendiquait déjà ouvertement en entrevue en 81. Il disait « L'écriture ne doit se réclamer de rien, que d'elle-même, de sa propre finalité, de son inutilité. Moi, j'en suis là, à l'inutilité fondamentale de l'œuvre. » C'est dans cette optique que Deleuze et Guattari nous invitent à considérer les trois grandes strates qui nous ligotent le plus directement, soit l'organisme, la signifiance et la subjectivation, puis à résister au discours hégémonique qui nous signale habituellement « Tu seras organisé, tu seras un organisme, tu articuleras ton corps, sinon tu ne seras qu'un dépravé. Tu seras signifiant et signifié, interprète et interprété, sinon tu ne seras qu'un déviant. Tu seras sujet et fixé comme tel, sujet d'énonciation rabattu sur un sujet dénoncé, sinon tu ne seras qu'un vagabond. » Partant de cette idée, les philosophes expliquent qu'à l'ensemble de ces strates, le corps sans organes oppose quant à lui la désarticulation, comme propriété du plan de consistance, l'expérimentation comme opération sur ce plan, pas de signifiant n'interpréter jamais, le nomadisme comme un mouvement, même sur place bouger, ne cessez pas de bouger, voyage immobile, désubjectivation. De façon similaire, on pourrait dire que la poésie d'André Roy revendique la dépravation, la déviance et le vagabondage, c'est-à-dire qu'en cherchant à désaliéner le lecteur par rapport à une convention appelée poésie, le poète cherche à valoriser la désarticulation, l'expérimentation et le nomadisme. Comme l'explique Roy, dans la poésie formaliste, on veut trouver une autre langue et on détourne donc celle qu'on a, on veut la dépasser, aller au-delà de ses limites d'expression et de communication, l'exciter, l'innerver. On joue avec elle, elle doit sans cesse être en mouvement et en transformation. Elle dévale, c'est un flux. Elle se déploie, c'est un jaillissement. Elle établit un nouveau rapport avec le corps, avec la pensée, modifie la perception du temps, de l'espace. C'est une passion. On le sent particulièrement bien, à mon avis, dans ce poème tiré du recueil Corps qui suivent, publié en 1977. Jaune le soleil, la lumière décousue, s'il laissait tomber son pantalon, le bleu jouerait différemment. Toison enroulée, ne regrette pas la vaseline.
suinte, l'engin tout fin près d'eux, effort, sus-ci, ça fumait encore, odeur confuse, la collusion des mots. Zibline attardée, les nourritures les plus bavardes comme ses passions. Le parcours véhément quelquefois dans le texte, c'est il arrange les lignes, par désir. De tension, c'est le plus friand, la peau du film, la paix de la toile, du jeune homme. Les rêves crient, ce qui s'agite, ses perturbations, glisser avec ses émotions qu'il dirige. Une autre façon de comprendre comment fonctionne le corps sans organes et indirectement la poésie de Roy serait de s'intéresser à cette opposition entre le tonal et le nagual dont parle Deleuze et Guattari. Le tonal, disent-ils, est l'organisme et aussi tout ce qui est organisé et organisateur, mais il est encore la signifiance, tout ce qui est signifiant et signifié, tout ce qui est susceptible d'interprétation, d'explication, tout ce qui est mémorisable sous la forme de quelque chose qui rappelle autre chose. Le nagual, quant à lui, c'est ce moment où le corps sans organes a remplacé l'organisme, quand l'expérimentation a remplacé toute interprétation dont elle n'a plus besoin. Autrement dit, si le nagual permettrait de défaire les strates évoquées plus tôt, dès lors, ce n'est plus un organisme qui fonctionne auquel on a affaire, mais à un corps sans organes qui se construit. Ce ne sont plus des actes à expliquer, des rêves ou des fantasmes à interpréter, des souvenirs d'enfance à rappeler, des paroles à faire signifier, mais des couleurs et des sons, des devenirs et des intensités. De manière analogue, on pourrait dire que la poésie d'André Roy rejette le tonal du texte en assumant plutôt le nagual, c'est-à-dire en expérimentant de nouvelles formes et en jouant avec le signifiant et le signifié, ce qui donne à lire, comme le disait Deleuze et Guattari, une poésie qui se construit sans cesse et non une poésie qui fonctionne et qui serait figée. D'où cette relative illisibilité du poème que j'évoquais en début de présentation. Lorsque Deleuze et Guattari affirmaient que le corps sans organes n'était finalement que des couleurs, des sons, des devenirs et des intensités, il s'agissait en fait de dire que le corps sans organes est fait de telle manière qu'il ne peut être occupé, peuplé que par des intensités. Il est la matière intense et non formée, non stratifiée, la matrice intensive. Autrement dit, le corps sans organes, c'est le champ d'immanence du désir, le plan de consistance propre au désir, là où le désir se définit comme processus de production sans référence à aucune instance extérieure, manque qui viendrait le creuser, plaisir qui viendrait le combler. C'est d'ailleurs ce qui lui permet de ne jamais s'immobiliser dans des formes figées. Il se situe dans cet état intermédiaire de production toujours renouvelé. On trouve également, dans l'écriture d'André Roy, cette idée d'une matière langagière intense et non formée, non stratifiée, qui serait soumise au mouvement pulsionnel et au désir de l'auteur, au point où Pierre Neveu parlait en 1976 d'une écriture qui serait machinée par le désir. Et là encore, on peut y voir une référence aux travaux de Deleuze et Guattari. André Roy suggère d'ailleurs, dans J'ai toujours appris à écrire, que son écriture dit surtout la sexualisation du sujet. On écrit, dit-il, que dans l'acte sexuel qui nous fonde, le sexe sera mis alors en discours absolument et sous toutes ses formes. On pourrait d'ailleurs avancer que le rythme et le travail de la ponctuation dans la poésie de Roy est toujours lié à la pulsion, comme il le mentionne dans Action Writing. Ce sperme écritoire, cette écriture salive, voire ce flux vomitif, chercherait d'abord à exprimer l'anatomie toujours renouvelable et le désir agité. Il ne fige rien, il ne se fige en rien, il est une digression sans commencement ni fin. En effet, le poème, dit Roy, parce qu'il se présente comme un organisme vivant avec ses différences perceptibles, fonctionnant dans le creux des langues, devient lui-même production. Le texte demeure alors un produit non fini. En revanche, ce désir d'inachèvement qu'on trouve dans la poésie de Roy, comme dans la pratique du corps sans organes, est accompagné d'un danger, celui de sombrer dans la vacuité et de s'y perdre. Deleuze et Guattari, s'ils ne condamnent aucun moyen d'expérimentation, mettent en effet en garde contre des pratiques qui seraient trop violentes ou imprudentes et qui conduiraient à l'écueil d'un corps sans organes vide. C'est pourquoi ils affirment qu'il faudrait inventer des autodestructions qui ne se confondent pas avec la pulsion de mort. L'important est de ne pas défaire le tonal en le détruisant d'un coup, précise-t-il. Il faut le diminuer, le rétrécir, le nettoyer, et encore à certains moments seulement. Il faut le garder pour survivre, pour détourner l'assaut du nagual, car un nagual qui ferait irruption, qui détruirait le tonal, un corps sans organes qui briserait toutes les strates, tournerait aussitôt au corps de néant, autodestruction pure, sans autre issue que la mort. En effet, en tant que sujet, mais aussi en tant que texte, pourrait-on dire, le pire n'est pas de rester stratifié, c'est-à-dire organisé, signifié, assujetti, mais de précipiter les strates dans un effondrement suicidaire ou dément qui les ferait retomber sur nous, plus lourdes que jamais. Autrement dit, le risque qu'il y aurait à vouloir tout réinventer ou tout déconstruire d'un texte, ce serait de ne produire qu'un texte de néant.
Mais André Roy semble bien conscient de ce risque, c'est pourquoi il admet avoir été toujours soucieux de ne pas basculer dans un formalisme qui serait trop abstrait. Je désire délier le texte sans pourtant le rendre transparent, pas de texte obscur, dit-il dans son essai. En effet, comme le mentionnait Roland Barthes dans Le plaisir du texte, publié en 1973, le texte a besoin de son ombre. Cette ombre, c'est un peu d'idéologie, un peu de représentation, un peu de sujet. La subversion doit produire son propre clair-obscur. Cette ombre ou ce tonal, dans les textes d'André Roy, on pourrait dire qu'il s'agit du corps sexué, ou plutôt du corps de désir qui se trouve en filigrane de toute sa poésie. Mais peut-être aussi ce vocabulaire qui revient d'un recueil à l'autre de façon à nous offrir des points de repère, des prises qui empêchent justement cet effondrement d'aimant dont parlait Deleuze et Guattari. Je pense ici aux mots bleus, paysage, désir, solitude, mort, sexe, sperme ou même dragon pour ne nommer que ceux-là. Dans un même ordre d'idées, André Roy s'entretenait en 1981 à propos de la réception de son recueil Les Passions du samedi et il racontait « Beaucoup de gens ont lu mon recueil. En fin de compte, j'ai eu de nouveaux lecteurs avec Les Passions du samedi dont beaucoup ne lisaient pas la poésie, on me l'a dit. C'est l'homosexualité qui les a poussés à me lire. D'ailleurs, plusieurs m'ont dit « On ne comprend pas, on voit bien qu'il y a des petites choses osées, cochonnes, mais on se demande ce que tu veux dire. » Toujours cette affaire de message. Or, cela m'a fait plaisir que l'écriture ait créé cette sorte de parasitage de la communication, car de ça, la communication, je n'en ai rien à faire. Cette idée qu'il y aurait quelque chose à quoi se raccrocher dans l'écriture, au-delà de notre incompréhension initiale, rend bien compte de l'équilibre entre tonal et nagual qui est à l'œuvre dans la poésie de Roy, à mon avis. Ce sont ces petites choses osées, ou même cochonnes, donc ces évocations du corps désirant, de l'homosexualité, par exemple, qui servent de tonal, de clair-obscur, et permettent à la poésie de Roy d'échapper à l'autodestruction pure, au corps sans organes vide. À ce titre, Roy suggère, j'ai toujours appris à écrire, que l'écrivain est toujours en rupture, dans la coupure, d'où le risque aussi de perte d'intégrité, de s'enfermer dans le délire, de devenir fou. Mais dans l'insensé même, il n'écrit toujours qu'à partir de l'acte sexuel qui le fonde. Seulement cela qui le témoigne comme sujet, plus important, plus exhaustif que toute inscription forcenée à une nation, à une patrie, à une terre. C'est à ce réel du corps sexué, de la mort à la jouissance qu'il convie. Il ne cessera jamais de nous confronter tous à l'impasse de toute sexuation. Par la dérive, l'excès, la dépense en langue, résister à la forclusion de la société. Partir plutôt du nulle part pour nulle part aller en devenant le nulle part. Ne jamais être là où on vous attend, dire ce qu'on ne veut pas entendre, parler une autre langue que la langue maternelle, être à côté, étranger, dissident, déraciné, pour des années encore, pour toujours. Ce faisant, on pourrait dire avec Barthes que les poèmes d'André Roy sont en fait des textes de jouissance. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une poésie qui met en état de perte, qui déconforte, fait vaciller les assises historiques, culturelles, psychologiques du lecteur, la consistance de ses goûts, de ses valeurs et de ses souvenirs, et qui met en crise son rapport au langage. Comme le dit encore Barthes, que ce type d'écriture recherche, ce sont les incidents pulsionnels. C'est le langage tapissé de peau, un texte où l'on puisse entendre le grain du gosier, la patine des consonnes, la volupté des voyelles, toute une stéréophonie de la chair profonde, l'articulation du corps et de la langue, non celle du sens et du langage. Suivant cette idée, on pourrait aussi avancer avec Evelyn Grossman, cette fois qu'André Roy est en fait un écrivain de la défiguration, un poète qui lutte contre les carcans et résiste à toute forme de figuration, justement. Comme l'explique la philosophe, la défiguration est une force de création qui bouleverse les formes stratifiées du sens et les réanime. Elle défait l'illusoire reconnaissance narcissique de soi par soi, elle s'ouvre à ce qui la dépasse, la déforme. À l'encontre des idées reçues qui assimilent l'éducation et repérage des formes, apprentissage des modèles et des rôles, adhésion aux moules et empreintes, la défiguration est tout à la fois décréation et recréation permanente des formes provisoires et fragiles de soi et de l'autre. Non pas donc se conformer, mais délier, déplacer, jouer, aimer. Et c'est bien sur ce point qu'il me semble possible d'établir des ponts entre l'esthétique formaliste d'André Roy et la pensée queer contemporaine. Autrement dit, la défiguration qui est à l'œuvre dans sa poésie ferait écho à ce qu'Evelyn Grossman nomme la désidentité, et je conclurai là-dessus. Comme le précise Grossman, un double écueil borde la défiguration en son mouvement, le trop de forme de l'informe. Il s'agit en fait d'écrire d'une écriture dont l'incessant mouvement ne fixe pas mais maintient ouverte l'oscillation. La défiguration est ce mouvement de réinvention d'un soi vivant dans l'écriture, un soi qui ne sombre ni dans la folie dissolutrice, ni dans la crispation narcissique,
qui ne succombe ni au mirage des formes, ni à la séduction mortifère de l'informe. Alors l'identité y devient désidentité, ce qui signifie s'identifier non à une image, mais au mouvement d'une image, en chacun des points où elle se stabilise provisoirement, dans ce défilé qui la fait plurielle, changeante. On trouve là un écho important à la pensée d'André Roy, qui disait lui-même dans son essai « J'ai toujours appris à écrire » que pour lui, l'écrivain fait constamment l'expérience de la perte et de la fuite, son identité toujours en crise. Dans les débordements et les rythmes de ce qu'il écrit, il doit assumer le nulle part qui le maintient en vie, sinon il risque de succomber, de mourir, victime des pulsions de mort qui nouent le lien social. C'est pourquoi il ajoute un peu plus loin que dans son écriture, la dépense langagière se veut métonymie d'une pensée qui travaille, d'une conception du monde à interpréter et du monde lui-même à changer. La prise de conscience du langage par le texte, une prise de conscience provoquée in situ par les ruptures grammaticales et syntaxiques, entre autres choses, devient une façon d'affirmer le procès du sujet, de pulvériser son identité dans la polysémie textuelle. L'écriture devient une opération hétérogène qui, en pointant l'importance du signifiant, marque le désir du sujet qui symbolise le texte, possède une structure sémiotique qui marque ce désir à l'œuvre dans l'écrit. C'est dans cette optique que pour André Roy, écrire maintenant le maintenant comme il le fait, c'est affirmer l'identité provisoire et précaire, dissoudre la chronologie et la filiation, dénouer les liens sociaux. Pour Grossman, la désidentité dirait donc ce lien incessant de la forme au mouvement qui la déforme, non la représentation par délégation, la représentation image du peuple comme unité, corps prétendu propre, indivisible de la multitude informe, mais au contraire la figure qui s'y invente d'un corps polymorphe, configuration impropre et vivante dont le lien au signe du pouvoir est constamment à recréer. Ces corps polymorphes, ils traversent toute la poésie d'André Roy et c'est d'ailleurs ce qui la rend si contemporaine dans une perspective queer. Comme le rappelle Colette Saint-Hilaire, le vocable queer réfère à l'idée de fluidité, d'une suspension de l'identité, à la remise en question de la viabilité et de l'utilité politique des catégories d'identité sexuelle, à la transgression des normes sexuelles, à la multiplication des identités et des pratiques marginales. Être queer, c'est brouiller les frontières, mélanger les genres, promouvoir l'instabilité et l'indécidabilité des identités. Ces idées de fluidité, d'instabilité, d'indécidabilité, voire de transgression des normes et des formes, font écho à la notion de désidentité, où l'idée est justement d'échapper aux formes statifiées de l'identité, mais aussi à l'informe, c'est-à-dire à l'absence totale d'identité, et ce afin de demeurer en équilibre dans cet entre-deux de possibilités créatrices que Saint-Hilaire nomme le devenir queer. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement de se fixer dans une identité ou une forme marginale, mais plutôt d'accepter l'errance, la fluidité, cette part de poésie et de folie identitaire que notre soumission, voire notre assimilation au modèle normatif, nous a fait perdre. Comme le dit André Roy, « Je m'affranchis par les livres, je deviens nomade. Chaque fois qu'André Roy a écrit un livre, après il n'existe plus. L'ancien André Roy n'est pas là, il doit refaire surface à nouveau, tout recommencer. Il doit errer comme ça pendant quelque temps dans un autre livre, seul à la recherche du désir qui fuit de toutes parts dans l'écriture, qu'il ne pourra pas conjurer même avec d'autres, et c'est cette dépense d'énergie inutile dans la recherche qu'il fait vivre. » De manière similaire, lire la poésie d'André Roy exige de nous que nous acceptions d'embrasser cette dépense d'énergie inutile inhérente à l'exploration de notre pluralité et de notre devenir queer. C'est une invitation à sortir de la maladie de la forme qui agit comme un carcan sur nos existences et nous étouffe. C'est une permission à assumer sans limite notre potentiel créatif. Enfin, lire André Roy, c'est peut-être surtout se permettre de vivre autrement.